Nous avons une mise à jour concernant une affaire impliquant une adolescente accusée d'avoir orchestré le meurtre de son petit ami en Caroline du Sud. 9 adolescents au total sont inculpés de meurtre dans cette affaire et la plus jeune suspecte n'a que 15 ans. À présent, les procureurs sont clairs. Ils veulent que toutes les personnes inculpées dans cette affaire soient jugées comme des adultes. Dès que je suis sortie par les portes, il était déjà allongé au milieu de la pièce. Mon père était en train de lui parler. Il ne faisait pas de massage cardiaque car il avait vu que Trey avait été touché par balle près des poumons. C'est le cas d'un adolescent qui avait toute la vie devant lui et qui est mort aux côtés de l'un de ses amis les plus proches. Nous évoquerons aussi la loi de l'État qui pourrait rendre ces 9 personnes aussi coupables que l'auteur du tir. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Maintenant, on pourrait espérer que dans un groupe d'amis, s'il y avait la possibilité que l'un d'eux allait faire du mal à quelqu'un, qu'il y aurait une personne qui prendrait la parole pour intervenir et arrêter cela, que quelqu'un s'exprimerait dans un groupe de 9 personnes. Mais cela ne se serait apparemment pas produit pour Trey Wright en Caroline du Sud. Et non seulement tout le monde serait resté silencieux, mais la personne la plus proche de lui, sa propre petite amie, est accusée d'être celle qui a orchestré la situation qui a conduit à son meurtre. Voici les photos d'identité judiciaire de 7 des 9 personnes accusées dans la mort de Trey Wright. Il a été tué dans la nuit du 24 juin. Ces 7 personnes, elles sont toutes accusées de meurtre et leurs affaires sont devant le tribunal pour adultes. Mais il y a 2 autres suspects. Nous ignorons leurs noms et n'avons pas leurs photos car ils sont mineurs. Selon WPDE Télévision, les jeunes de 15 et 16 ans pourraient être jugés comme des adultes, mais ce n'est pas aussi simple que de les envoyer devant ce tribunal. Nous allons évoquer ce que tentent de faire les procureurs pour que cela arrive. Avant d'aborder ce sujet, je souhaite évoquer Trey Wright, la victime de cette histoire. Il n'avait que 16 ans quand il a été tué le 24 juin. Cette nuit-là, vers 23h30, les adjoints du shérif l'ont trouvé blessé par balle sur une route de campagne en Caroline du Sud. Concernant les suspects, voici l'homme que la police considère comme le tireur, Devin Raper. Il avait 19 ans lorsque cela serait arrivé, Raper et Wright. Ils se suivaient sur les réseaux sociaux. Un ami de la famille Tam a dit que Trey voyait Devin Raper comme un ami. Ils sortaient ensemble et allaient à des expos de camions à Merle Beach. Elle dit qu'ils ne se connaissaient pas depuis longtemps, mais qu'ils traînaient ensemble. Les détectives affirment que la nuit du meurtre de Trey, ils se disputaient à propos d'une fille. La nuit où Wright a été tué. Maintenant, cette fille est également accusée de meurtre. Elle est accusée d'avoir organisé ce qui est arrivé à son petit ami Trey Wright. Son nom est Gianna Kistenmacher. L'amie de Trey m'a dit qu'elle est restée sur les lieux la nuit où Trey a été abattu et que les adjoints sont arrivés, mais elle a trouvé quelque chose de suspect dans la façon dont Kistenmacher aurait agi. Connaissiez-vous déjà Gianna? Cette nuit-là, je la rencontrais pour la première fois. Et encore une fois, je sais qu'il y a des choses que vous pouvez dire et d'autres non, mais elle était toujours sur les lieux, je suppose, comme vous l'avez vu là quand vous êtes sorti. Oui, monsieur, elle était toujours sur les lieux. Elle est restée sur les lieux jusqu'à ce qu'ils partent à l'hôpital, puis elle est allée à l'hôpital. Mais sa mère et les autres ne savaient rien jusqu'à ce que j'arrive, ou que les autres enfants arrivent pour lui dire ce qui se passait. Je n'étais pas la bonne personne pour lui dire ça au téléphone, pourtant c'est moi qui ai appelé. Les détectives ont élargi leur enquête sur le meurtre de Trey. Parce que vous avez 9 adolescents qui sont accusés de meurtre, mais un seul d'entre eux est accusé d'être la personne qui a tiré avec l'arme. Les autres suspects sont Hunter Kendall, 18 ans, Sidney Cairns, 17 ans et Corinne Belviso, 18 ans. Les détectives affirment avoir emmené Raper sur place cette nuit-là, sachant que Devin Raper était armé et qu'une confrontation avec la victime aurait lieu. Trey Wright. Maintenant, les autres suspects dont nous avons connaissance, Braylon Thompson, 17 ans, et Jaden Auclair, 17 ans également, ont tous les deux obtenu une caution de 20 000 $. Et les dossiers du tribunal montrent qu'ils ont payé la caution le même jour. Et ce jour-là était le 6 août. Et c'est là que cette histoire devient encore plus choquante et franchement triste. Voici une photo trouvée sur Snapchat, prétendument postée par Thompson, le montrant avec Auclair, devant le centre de détention du comté de Florence. Et on les voit tous les deux posés. Auclair fait un signe de paix avec la main. Thompson a un doigt dans la bouche, montrant ses dents comme s'il portait un grills, la légende de cette publication. Citation: « Je suis libre,
suivi d'une insulte raciale que je ne peux ni dire ni vouloir répéter ici. Ça commence par N. J'ai contacté le shérif du comté de Florence pour savoir s'il connaissait cette publication. Ils m'ont confirmé que oui. On ignore aussi ce qui a mené aux accusations contre Thompson et Auclair lors de cet enregistrement. Cela porte donc le nombre de suspects à 7, et puis les deux derniers, aux yeux de la loi. Ce sont des mineurs pour l'instant car ils ont 15 et 16 ans, mais tout cela pourrait changer. J'ai un rapport de police de 10 pages qui détaille ce que les enquêteurs disent s'être passé la nuit où Trey Wright a été tué. Je veux d'abord examiner cela avant d'aborder le sort possible de ces suspects mineurs. Il était donc aux alentours de 11h40, 11h41 cette nuit-là, lorsque les forces de l'ordre ont répondu à l'appel concernant une fusillade. Le shérif a déclaré « La scène était chaotique. Des gens criaient après le coup de feu et Trey Wright était au sol. Les gens étaient bouleversés et émus. Selon les adjoints, Trey était au sol, luttant pour sa vie, entouré de personnes qui criaient. Il avait 2 blessures par balle à la poitrine. Transporté d'urgence à l'hôpital, il y est décédé. Les adjoints affirment qu'on leur a signalé la fuite du tireur dans un SUV Mazda blanc avec 4 personnes à bord. L'un avait une arme à feu, l'autre une cagoule, selon la police. Les adjoints disent bander que Trey Wright s'est approché de la voiture à son arrivée et a frappé à la porte. Quelqu'un a ouvert la porte et c'est à ce moment-là que les coups de feu ont été tirés. L'adjoint précise aussi que la confrontation était prévue et attisée par des messages provocateurs sur Snapchat. Les forces de l'ordre disent également qu'il existe des enregistrements de cet incident sur les téléphones de certains des suspects. Nous n'avons pas vu ces enregistrements. Maintenant, même si tous les suspects sont accusés d'un crime très grave de meurtre, Devin Raper est toujours détenu en prison. Tous les autres ont payé leur caution. Cela inclut les 2 plus jeunes suspects, âgés de 15 et 16 ans. Je n'avais pas besoin de tout ça. Il y avait encore 4 personnes. Je ne suis pas là pour essayer. Je comprends ça. Oh, je ne suis pas là pour essayer. Vous tous, vous défiez la loi. Ou pour eux. Ils ne prieront pas, ils ne trouveront pas. Ils n'ont rien fait, même eux n'ont rien fait. Ce que vous venez de voir, c'est Devin Raper lors de sa première comparution, tentant de plaider devant le juge. Cette vidéo d'après WBT Bureau. Maintenant, en ce qui concerne les 8e et 9e suspects, ce sont des mineurs pour l'instant. Leur affaire se trouve donc devant le tribunal pour mineurs. Nous ignorons leurs noms car ils sont très jeunes, mais cela pourrait changer. Le procureur a récemment déclaré à WPDE Télévision vouloir que les jeunes de 15 et 16 ans soient jugés comme des adultes. Au moins l'un est une fille. La chaîne précise que les 2 adolescents sont actuellement chez leurs parents. Et ils devront passer par des évaluations de santé mentale pour déterminer s'ils seront, comme les autres dans cette affaire, jugés comme des adultes. Nous retrouvons Tyler Bailey, avocat pénaliste et spécialiste des droits civiques, pour évoquer cette affaire de Caroline du Sud. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous ici sur Law and Crime. Parce qu'il y a toujours eu et il y a toujours dans cette affaire des dynamiques juridiques intéressantes à mesure que nous avançons. Que faut-il pour les 2 suspects? Leurs noms restent inconnus. L'un a 15 ans, l'autre 16. Pour être jugé devant un tribunal pour adultes plutôt qu'un tribunal pour mineurs, dans ce cas. Oui, Thomas, eh bien d'abord, c'est toujours un plaisir d'être là. Et dans ce cas, oui, vous avez ces 2 mineurs, et les procédures là, pour mineurs en Caroline du Sud, pour les affaires criminelles, elles sont traitées devant le tribunal de la famille. Et vous savez, la détention maximale pour un mineur dure jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 21 ans, ou la majorité, pour sortir des procédures pour mineurs. S'ils sont jugés comme des adultes, ils peuvent être sanctionnés comme tels. Est-ce possible pour un meurtre? Cela pourrait être une peine à perpétuité, mais des protections constitutionnelles excluent la peine de mort ou la perpétuité sans libération conditionnelle. Mais même avant d'en arriver là, le procureur a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il va demander qu'ils soient jugés comme des adultes. Et une fois que cela a été fait, il y a une évaluation de la santé mentale, qui est une évaluation préalable à la dérogation et qui examine, vous savez, leur santé mentale, leurs problèmes psychologiques, possiblement, et aussi leur contexte familial, leur milieu social. Et vraiment essayer de déterminer s'ils avaient la capacité de vraiment comprendre ce qu'ils faisaient. Parce que vous savez, le cerveau des jeunes met plus de temps à mûrir. Les mineurs comprennent parfois mal les conséquences futures de leurs actes. La procédure vise à déterminer si le système pour mineurs peut les réhabiliter ou s'ils doivent être jugés comme adultes. Donc ils sont punis au lieu d'être réhabilités. Ils sont confrontés à des accusations très graves, notamment de meurtre. Nous verrons pourquoi, bien qu'ils ne soient pas accusés d'avoir tiré, ils sont tout de même inculpés. Mais en général, quelle est la limite?
Parce que j'ai l'impression que dans certains cas, on voit quelqu'un qui a 17 ans, qui n'a pas encore 18 ans, et qui est jugé comme un adulte, parfois même 16 ans, mais 15 ans, ça paraît vraiment jeune. Quelle est généralement la limite d'âge en Caroline du Sud pour qu'une affaire soit transférée devant un tribunal pour adultes? Excellente question, il n'y a pas de limite, cela dépend du procureur. Des enfants de seulement 12 ou 13 ans ont parfois été impliqués dans des crimes avec des armes à feu. Certains ont déjà eu des audiences pour déterminer s'ils seraient jugés comme adultes, ce qui semble de plus en plus courant. Ils examinent de nombreuses catégories, comme la nature du crime. Était-ce réellement un crime? Était-ce un crime ou un crime contre une personne, comme un meurtre? Le procureur analyse tout cela ainsi qu'une partie du contexte des faits pour voir si c'est quelque chose qui exige ou si la justice exige qu'un mineur soit jugé comme un adulte. Donc il n'y a pas de limite. La façon dont notre loi fonctionne ici, c'est que le procureur a une certaine discrétion et des protections. L'évaluation préalable à la renonciation concerne-t-elle ces jeunes ici? Qu'est-ce qu'un avocat de la défense pour l'un ou l'autre de ces mineurs pourrait faire s'il voulait essayer de garder cette affaire devant le tribunal pour mineurs? Cette audience préalable à la renonciation vise à protéger et ils pourraient organiser leur propre audience indépendante ou préalable à la renonciation pour les mineurs. Parce qu'en général, ce sont les psychologues ou psychiatres du direction des services de santé qui feraient cette évaluation préalable à la renonciation. Et s'il y a des divergences à ce niveau, ou si la famille et l'avocat de la défense veulent payer pour faire réaliser leur propre évaluation indépendante. Donc cela pourrait être soumis à la discrétion du juge pour signaler certains problèmes qui pourraient être des failles dans l'évaluation de l'État, afin de donner au juge une autre perspective. C'est le maximum possible, et ils peuvent formuler des arguments en se basant sur des éléments qui ressortent du rapport, sur le contexte familial, le contexte social du mineur. Par exemple, si un enfant a eu une enfance très traumatisante ou a été maltraité. Ils ont eu des problèmes psychologiques, peut-être liés à l'autisme ou similaires. Et le procureur veut malgré tout qu'ils soient jugés comme adultes. Ce sont des éléments que les avocats de la défense devraient apporter à l'attention du tribunal, afin que le tribunal puisse décider si cela doit arriver. Qu'ils soient jugés comme des adultes, ou bien est-il plus approprié qu'ils restent au tribunal pour enfants pour une procédure juvénile? Et si un procureur, comme dans ce cas, dit qu'il veut que ce soit un tribunal pour adultes, quel est le taux de réussite d'un procureur dans ce genre d'affaires? Même si la défense apporte des preuves pour demander un procès devant un tribunal pour adultes? En réalité, vous savez, cela devrait reposer sur des preuves objectives lors de l'évaluation qui est faite pour les mineurs. Et très souvent, lorsqu'il s'agit d'un crime odieux, les âges sont proches de l'âge de la majorité. 16, 17. Un meurtre, par exemple, ou des signes d'absence de remords, des signes de, vous savez, malveillance et préméditation, ainsi que des actes intentionnels pour tenter de dissimuler des preuves du crime. Par la suite, avec une évaluation qui semble juste, que les mineurs soient jugés comme des adultes, ce sont généralement des affaires plus graves où ils sont jugés comme des adultes. Et puis, vous savez, les juges sont aussi influencés par, vous savez, la pression de l'opinion publique. Vous savez ce que dit le public? Quelle est l'indignation ici? Je veux dire, cette situation est une situation tragique. Vous avez 9 jeunes adolescents essentiellement impliqués dans un meurtre d'une jeune fille de 16 ans, si je ne me trompe pas. Il existait des vidéos de cela. La violence chez les jeunes est un problème en Caroline du Sud et dans tout le pays. Donc vous avez ici le procureur élu et les substituts du procureur qui travaillent là-bas, ou les procureurs adjoints qui essaient de faire passer un message ici. Ils pensent qu'il est approprié que ces 2 mineurs soient jugés comme des adultes. Et cela pourrait être l'un de ces cas où, finalement, ils sont jugés comme des adultes. Et avant de revenir à cette affaire, je veux dire à la partie concernant le fait qu'il y aurait soi-disant des enregistrements vidéo de cela. Et vous savez, la question de la violence chez les jeunes est tellement réelle dans de nombreuses régions du pays. Juste pour vous, et je sais, vous savez, et on parle souvent de cas vraiment difficiles. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette affaire et comment? Vous avez 9 personnes. Qui? Je pense simplement qu'il aurait pu y avoir quelqu'un à un moment donné qui aurait pu parler et empêcher que cela n'arrive. Avoir 9 personnes qui prétendent ne pas l'avoir fait, c'est juste... C'est triste de voir une perte de vie. Oui, ce qui me frappe, c'est cette culture mob dans cette affaire. Quand je dis un mob, ce n'est pas, vous savez, un contexte de crime organisé, mais plutôt tout le monde qui saute dans la situation.
Parce que vous avez de jeunes gens qui sont venus en voiture, qui ont filmé la scène et qui ont presque montré un certain mépris pour la gravité de ce dans quoi ils étaient impliqués. Je veux dire, c'est la vraie vie. Ce sont des armes à feu, ce ne sont pas des jouets. Il y a un enfant, un gamin qui a été assassiné. C'est pourquoi je pense, vous voyez des situations courantes dans cette affaire, comme des gens n'ayant pas vraiment appuyé sur la gâchette. Être accusé de meurtre et non pas d'être complice avant ou après les faits. Vous avez ici de jeunes personnes qui sont accusées de meurtre, 9 personnes accusées de meurtre alors qu'il n'y a qu'un seul tireur. Et c'est délibéré de la part du procureur pour essayer de faire passer ce message. Je crois que c'est quelque chose que les gens ou l'État pensent ne devrait pas du tout avoir lieu. Ils risquent d'être accusés de complicité avant ou après les faits. Ils seront jugés selon la doctrine, une main, tous coupables. Cette théorie concernant un meurtre n'est pas normale dans les procédures pour mineurs. Et ce n'est certainement même pas normal dans les affaires ordinaires, impliquant des adultes dans la plupart des situations. Pouvez-vous nous expliquer la doctrine « une main, tous coupables » et comment cela fonctionne? Parce que Devin Raper est la seule personne accusée d'avoir tiré les balles qui ont ôté la vie à Trey Wright. Pour tous les autres, c'était qu'ils savaient qu'il allait y avoir une confrontation et que Devin Raper était armé. Et simplement le fait de le savoir, c'est pourquoi ils sont accusés de meurtre. Comment cela fonctionne-t-il en Caroline du Sud que toutes ces personnes puissent être accusées de meurtre? Généralement, quand il y a un cas de les mains de l'un, les mains de tous. C'est comme quand des jeunes traînent ensemble. L'un d'eux possède une arme à feu légale. Un policier les arrête, trouve l'arme et demande « À qui est cette arme ?» Personne ne la revendique, donc ils sont tous inculpés pour ce crime. Ici, cela s'applique à un acte intentionnel et manifeste, comme un meurtre nécessitant malveillance et préméditation. Et donc, essentiellement, en ce qu'ils disent, au lieu que ce soit comme la possession de drogue ou d'une arme à feu, c'est que tous ont agi avec la malveillance et la préméditation pour commettre ce meurtre. Et ils estiment qu'il existe des motifs suffisants, de causes probables, pas seulement pour qu'ils soient accusés de cela. Au final, l'État pense pouvoir prouver le meurtre au-delà de tout doute raisonnable en les inculpant tous. C'est, selon moi, la principale réserve ici. Si les avocats de la défense peuvent adopter une approche agressive, en montrant que l'État ne peut pas remplir sa charge de la preuve. Ils ont tous agi avec la malveillance et la préméditation requise pour être inculpés de meurtre. Ce sera une affaire intéressante et je doute que les procureurs s'en servent juste comme pression. Je suis curieux de voir comment cela finira et ce que cela impliquera pour d'autres affaires, pas seulement en Caroline du Sud. Mais si vous allez voir cette stratégie utilisée dans les crimes violents à travers le pays. Sur la façon dont le tribunal verrait l'accusation contre quelqu'un, oui, ces deux éléments vont entrer en conflit. Il y a une arme à feu impliquée, peut-être une personne qui a filmé cette confrontation. Comparé à Devin Raper, s'il passe en jugement et qu'il est accusé d'avoir appuyé sur la gâchette. Dans ce cas, y a-t-il une différence dans la façon dont le tribunal considère l'accusation à laquelle la personne fait face? Non, il n'y en aura vraiment pas. La principale différence sera la conséquence pour les mineurs, qui peut leur être imposée s'ils sont reconnus coupables, donc si cela reste dans la procédure pour mineurs. Même reconnus ou plaidant coupables de meurtre, ils seront détenus seulement jusqu'à 21 ans. Ainsi, s'ils sont transférés et jugés en session générale, cela signifie qu'ils passent devant le tribunal pénal pour crime. Et quelqu'un qui, disons, a simplement filmé la situation, était peut-être présent lorsqu'ils sont arrivés et lorsqu'ils sont partis. Et s'ils sont effectivement reconnus coupables de meurtre, alors ils pourraient être condamnés à une peine de prison de 20 ans ou à la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Donc tout dépend vraiment des conséquences. Et si un jury estime que les éléments du crime sont réunis, la sentence sera déterminée par le juge. Maintenant, je pense que le juge prendra en compte leur âge, leur rôle dans l'affaire et imposera probablement une peine appropriée. En y réfléchissant selon la loi, il risque que la peine maximale soit la perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle. Pour un avocat de la défense qui va représenter l'un de ces jeunes devant un tribunal pour adultes, et disons que c'est cette personne qui était potentiellement au courant qu'il allait y avoir ce conflit, peut-être même qu'ils ont enregistré une vidéo, et c'est plutôt une généralisation de ce que pourrait être une défense. Par exemple, comment un avocat pénaliste pourrait-il gérer cette affaire? Sachant que vous n'avez pas vu ce type d'accusation de meurtre être appliqué à des personnes dans des situations comme celle-ci, comparé à d'autres affaires dans le passé,
Deux approches. Un avocat de la défense pourrait, selon moi, commencer par utiliser immédiatement des circonstances atténuantes pour obtenir un accord de plaidoyer favorable. C'est une option et une voie que vous pouvez emprunter. Ou bien, deuxièmement, dire qu'il s'agit de quelque chose de plus important, faire de cette affaire un exemple où l'État essaie vraiment de surcharger, dans des situations où il se passe peut-être des choses en dehors du cadre de cette affaire. Et ils essaient de faire passer un message, d'apaiser vraiment le public, au lieu de rendre la justice ici, et que les faits ne correspondent pas à ce dont ils sont accusés, montrant qu'ils n'avaient aucun résidu de tir sur eux, qu'ils n'ont jamais eu l'arme en leur possession, qu'ils étaient simplement présents, qu'ils ont juste filmé la scène. Cela a-t-il été fait? Oui, mais cela signifie-t-il qu'ils étaient malveillants et voulèrent la mort de cet enfant tragique? Non, je pense que cela pourrait être un argument convaincant pour un avocat de la défense, ce qui pourrait faciliter un acquittement. Par rapport à quelque chose comme être complice avant les faits ou après les faits, c'est beaucoup plus simple et évident. Mais quand quelqu'un est accusé de façon excessive, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un jury pourrait trouver une raison d'acquitter. Surtout quand on a affaire à des jeunes, et simplement l'aspect parental de certains jurés qui peuvent penser que ces jeunes méritent une autre chance et que l'accusation va trop loin contre eux. Ils auraient dû être inculpés pour autre chose, ce qui aurait été plus juste s'ils n'étaient pas les vrais tireurs. Je pense aussi que si chaque personne inculpée dans cette affaire décide d'aller au procès, il y aurait 9 procès distincts pour meurtres liés à cette affaire. Comment une affaire pourrait-elle en impacter une autre? Par exemple, si la première personne qui passe en procès, qui n'est pas Devin Raper, celle qui est accusée d'avoir tiré, ils sont seulement accusés d'avoir su ce qui allait arriver, mais déclarés non coupables. Comment cela pourrait-il impacter les autres affaires où des personnes font face à des accusations similaires? Ce serait immédiat et offrirait aux avocats de la défense un levier pour négocier avec le procureur. Peut-être pour obtenir quelque chose de plus favorable pour ces jeunes, peut-être quelque chose de plus approprié pour eux. Recevoir une mise à l'épreuve plutôt que d'être réellement jugé pour meurtre. Je veux dire, juger 9 affaires individuelles pour meurtre après avoir peut-être passé encore plus d'audiences préliminaires pour voir s'ils peuvent être jugés comme des adultes. Ce sont des procédures coûteuses pour l'État. Et si l'un d'eux est acquitté tôt, alors qu'il aurait pu agir avec plus de culpabilité, en étant plus impliqué et qu'il est acquitté. Cela montre immédiatement certaines failles dans tout le processus de réflexion de l'État lorsqu'il a inculpé ces jeunes pour meurtre. Maintenant, à l'inverse, si quelqu'un qui était moins impliqué est condamné pour meurtre, assez rapidement, alors immédiatement. Je pense que cela change tout pour tous les autres individus, ça. Car il pourrait finir par plaider coupable pour quelque chose de plus sévère. Et la bonne chose, enfin, pas la bonne chose, mais ce qui est important pour les gens à comprendre, c'est que ceux qui sont encore poursuivis dans le cadre de procédures de pour mineurs, même s'ils plaident coupables, ne seraient pas en prison toute leur vie. Le système de justice pénale doit considérer plus que la punition, en incluant la réinsertion. Et si cela dépend de leur état mental de ces jeunes, s'ils peuvent être réhabilités et avoir une conséquence appropriée. C'est vraiment ce que devrait être l'objectif du procureur, pas d'envoyer un message public juste pour apaiser le désir du public de voir les jeunes arrêter la criminalité violente. Et aussi d'imposer une punition sévère, alors qu'une sanction moins lourde pourrait être plus appropriée. Nous verrons comment l'histoire évolue. Il reste du chemin à faire. Tyler Bailey, avocat pénaliste spécialisé en droit civique. Merci d'être avec nous sur Law and Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. On se retrouve la prochaine fois.